Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur l'entretien professionnel. Donc pour introduire, avant de dérouler un petit peu cette présentation, bien évidemment le support vous sera remis en fin de réunion. Et puis là, on va commencer par une présentation d'une vingtaine de minutes avec Géry Delmar. Et puis on laissera la place aux questions que vous pourriez nous poser. Pour me présenter, donc je m'appelle Anne-Laure Boutet, je suis responsable du département droit social d'Orcom depuis 2012 et nous intervenons auprès de nos clients sur nos territoires pour tout ce qui est conseil en droit du travail, que ce soit dans les relations individuelles du travail, les ruptures, en audit social, et puis nous intervenons beaucoup auprès des comités socio-économiques dans l'assistance au dialogue social des dirigeants. Et puis dans le cadre de réorganisation. Voilà, je te laisse te présenter, Géry. Géry Delmar, je suis directeur performance RH chez Actiforce. Actiforce étant l'entité conseil en ressources humaines du groupe Orcom. J'interviens chez Actiforce sur 3 niveaux d'expertise, le recrutement, la formation et également l'accompagnement des carrières et des transitions. Alors, n'hésitez pas à nous dire, puisque s'il y a des petits soucis de son, pour qu'on coupe bien à tour de rôle nos micros. Donc, je vais introduire, déjà vous rappeler quelques éléments de contexte sur l'entretien professionnel, qui a été introduit par une loi du 5 mars 2014, qui a donc mis en place cet entretien qui est consacré à l'examen des perspectives d'évolution des salariés. Donc cet entretien, il doit être réalisé tous les 2 ans, quel que soit l'effectif de l'entreprise, et ça c'est important. Donc dès qu'on a un salarié, on doit réaliser cet entretien tous les 2 ans. Il doit faire l'objet d'un compte-rendu écrit et il doit faire l'objet d'un bilan tous les 6 ans. En fait, ce bilan, puisque cet entretien a été mis en place le 5 mars 2014, devait être à l'origine prévu avant le 7 mars 2020. Vu le contexte que vous connaissez, un report a été prévu par ordonnance le 1er avril 2020 pour reporter la date butoir du bilan au 31 décembre 2020. Et donc, c'est à partir du 1er janvier 2021 que des sanctions pourront être mises en œuvre. On y retournera un petit peu plus tard. Simplement pour vous préciser que à peine finalement l'entrée en vigueur de cette loi, ces entretiens devaient faire l'objet d'un bilan au bout de 6 ans, mais il y a quand même déjà eu une modification dès 2018 avec un premier aménagement du contenu de l'entretien qui a été étoffé, ce que va vous présenter Géry. Donc voilà, on avait à peine déjà 4 ans d'application qu'on avait déjà un aménagement de la mesure. Par la suite, il y a eu une ordonnance le 21 août 2019 qui, pour la petite histoire, a été surnommée ordonnance coquille, qui a prévu encore des aménagements et des périodes transitoires. Voilà, c'est pour l'introduction. On reviendra un petit peu plus tard dans le détail de ces différents aménagements successifs. Géry, je te laisse la main pour présenter le contenu de l'entretien, le CPF, la VAE, etc. Oui, donc merci Anne-Laure, comme l'a précisé Anne-Laure, beaucoup d'ajustements successifs ces dernières années, et puis on va même parler de ces derniers mois. Donc on est dans un environnement très mouvant sur ces sujets. Et donc en ce qui concerne la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, elle précise donc le contenu et l'objectif de cet entretien. L'objectif de l'entretien, c'est véritablement de centrer celui-ci sur le projet professionnel du salarié, de faire le point avec lui sur ses besoins en formation. C'est les besoins en formation d'une part du salarié, mais ça peut aussi venir en complément de besoins en formation de l'entreprise. Il est important lors de cet entretien, du fait de ces ajustements successifs et de ces changements législatifs,
de pouvoir informer au mieux son salarié, puisque les salariés, on constate aujourd'hui qu'ils sont souvent, soit ils n'ont pas l'information, soit ils sont un peu en carence de mise à jour de ces informations-là. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont autonomisés, ils sont en pleine autonomie quant à leur rôle en tant qu'acteurs de leur carrière professionnelle et en tant qu'acteurs aussi dans leur formation professionnelle tout au long de leur vie professionnelle. Et ils doivent effectivement faire face à de nombreux acronymes qu'on a affichés sur le slide. Donc, vous devez les informer, l'employeur tout du moins doit les informer sur son CPF, donc le compte personnel de formation, donc qui est quand même quelque chose d'assez nouveau et vraiment, c'est important de rappeler qu'il faut vraiment préciser ces éléments-là aux salariés pour qu'ils puissent aller d'une part consulter le crédit qu'il a en euros sur son fameux compte personnel de formation et également, comme l'actualité le précise avant la fin de l'année, transformer son DIF en euros avant le 31 décembre de cette année. Après, on a aussi le CEP, donc qui est aussi quelque chose de nouveau avec le conseil en évolution professionnelle, donc qui va permettre aux salariés gratuitement de pouvoir bénéficier d'un premier diagnostic sur un projet qu'il aurait de reconversion ou de formation d'ajustement. Et ensuite, on retrouve la VAE, donc qui est plutôt classique, mais c'est également important de préciser cette modalité de formation aux salariés pour pouvoir valider donc l'expérience acquise. Et puis enfin, nous avons deux autres éléments, le bilan de compétences, d'une part, qui est reconnu comme étant une formation et donc qui peut être aussi sollicité à certains moments du parcours lors de cet entretien. Et puis enfin, nous avons l'ancien CIF, qui est aujourd'hui appelé CPF de transition ou parcours de transition professionnelle, PTP, qui permet aux salariés d'envisager une reconversion via une certification et l'obtention d'un diplôme lors d'une formation longue. Donc ce sont des éléments qu'il faut transmettre aux salariés. En tout cas, il faut l'informer sur ces sujets-là. Voilà, je rebondis sur ce que disait Géry. Effectivement, il faut vraiment avoir conscience que l'employeur a un devoir d'information du salarié sur tous ces dispositifs. Et notamment, comme vous le savez, le DIF a été remplacé par le CPF et il y avait une information obligatoire qui devait être faite au 31 décembre 2014. Certaines entreprises peut-être n'ont pas fait cette information puisqu'il n'y avait pas de sanction en tant que telle. Néanmoins, là, le DIF va vraiment disparaître s'il n'est pas inscrit sur le compte de formation avant le 31 décembre 2020. Et on pourrait imaginer qu'un salarié qui se sentirait lésé puisqu'il a perdu des heures et une conversion en euros puisse finalement se retourner vers son employeur de l'époque pour lui demander une indemnisation. Voilà, donc il est vraiment important de s'assurer que cette information est faite. Ensuite, donc pour vous repréciser les objectifs de cet entretien, donc c'est, comme le disait Géry, de vraiment permettre aux salariés de participer activement à son évolution professionnelle. Donc c'est un moment d'échange qui est important entre l'employeur ou le management direct et le salarié et qui doit vraiment être distinct des entretiens annuels d'évaluation ou de l'entretien de suivi de forfait jour pour les salariés qui sont en forfait jour. Donc, il faut vraiment avoir des supports distincts. Éventuellement, ces entretiens peuvent être faits à la suite, mais il ne faut pas mélanger les sujets, puisque là, on n'est pas en train d'évaluer vraiment la progression du salarié. Donc, l'employeur, en cela, il contribue à la définition du parcours individuel de formation du salarié et, comme le disait Géry, répond aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire que cet entretien professionnel va vous permettre ensuite de construire le plan de formation qu'on appelle maintenant le plan de développement des compétences. Et puis de se projeter sur l'avenir
de bien connaître vos collaborateurs. Certains peuvent avoir des souhaits d'évolution qu'il est important de connaître pour soit permettre des mobilités internes, soit de toute façon anticiper l'avenir. Bien évidemment, il est important que ces entretiens qui sont réalisés tous les 2 ans fassent l'objet d'un compte-rendu écrit. Donc, à la fois que ce soit la convocation à l'entretien, mais aussi, une fois que l'entretien a eu lieu, un compte-rendu écrit sur cette tenue d'entretien et ce qui s'est partagé pendant l'entretien. On peut imaginer qu'un salarié refuserait de faire son entretien professionnel puisque l'employeur doit le proposer, mais le salarié pourrait dire « moi, je n'ai pas de besoin ». Mais dans ce cas-là, il faut tracer ce refus pour vous ménager la preuve que vous avez proposée, puisque ce sont des éléments qui pourront vous être demandés au moment d'un contrôle de l'administration. Voilà, est-ce que Géry, tu veux embrayer sur l'état des lieux ? Alors, oui, bien sûr, Anne-Laure. Donc, juste pour préciser effectivement que c'est l'opportunité lors de cet entretien de pouvoir envisager de manière en co-construction finalement, et puis également peut-être en cofinancement, d'une part le CPF et d'autre part un possible abondement de l'entreprise sur un projet de formation qui peut être tout à fait opportun si dans le cadre d'une évolution des métiers ou de nécessité de monter en compétence sur de nouveaux outils ou nouveaux logiciels par exemple, de pouvoir former d'un commun accord, se mettre d'accord sur une formation qui serait cofinancée finalement entreprise salariée. Donc vraiment l'objectif c'est vraiment d'adapter le niveau de compétence du salarié au poste qu'il occupe dans une perspective de développement de l'entreprise et de développement des métiers au sein même de votre entreprise. On a vu les modalités, donc je vais juste passer. Pardon. Sachant que l'état des lieux, bien évidemment, devra, j'enchaîne pendant que Géry passe les slides, prévoir les informations personnelles, individuelles du salarié, nom, prénom, poste, classification, et puis devra bien mentionner si le salarié a eu des évolutions salariales, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc individuelle, j'y reviens pas, mais collective, il est admis que ça puisse être une évolution conventionnelle, par exemple, de la rémunération. Ça pourrait rentrer dans le cadre d'une évolution de salaire, même si elle est imposée par la branche. Et puis, de préciser quelles formations ont été réalisées par le salarié au cours des 2 dernières années, dont d'ailleurs la validation des acquis de l'expérience. Donc cet entretien, comme je le disais, il est ouvert à tous les salariés dès 1 an d'ancienneté, et ça s'ouvre donc aux salariés en CDD et en CDI. Donc ça, c'est important de le préciser. C'est également ouvert aux salariés qui sont en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. On peut imaginer, compte tenu de la durée de certains CDD, finalement, de fait, les salariés soient exclus, mais il faut quand même faire attention à cette possibilité d'ouverture. Par contre, sont exclus les personnels qui sont mis à disposition de votre entreprise, les intérimaires et les sous-traitants. Voilà. Et l'employeur a une obligation d'information dès l'embauche. Alors, généralement, ça se fait par une clause mentionnée dans le contrat de travail. Donc, on vous a mis une possibilité de rédaction. Cette information, elle peut se faire néanmoins par tout moyen. Ça peut être une note distincte, ça peut être dans le livret d'accueil. Dès lors, vous pouvez attester avoir remis cette information. Donc, c'est vrai que généralement, les entreprises l'insèrent directement dans le contrat. Ça évite de faire un document supplémentaire. Mais libre à vous. Et ensuite, le CSE, et je te laisse la main, Géry. Oui, donc évidemment, tout ce compte-rendu sera très utile de manière à pouvoir consulter votre CSE
et faire un bilan, lui présenter donc votre CSE le bilan annuel de ces entretiens professionnels. Et sur la base de ce bilan des entretiens annuels, des entretiens professionnels, vous pourrez, avec le CSE, présenter le plan de développement des compétences prévu par l'entreprise pour l'année à venir, en fonction, effectivement, des besoins identifiés lors de ces entretiens. Donc, c'est certes une obligation, mais également un outil d'échange, de dialogue social avec les élus du personnel, qui, là encore, vise au partage d'informations sur les orientations en matière de formation de vos collaborateurs. La périodicité, donc comme je le disais, tous les 2 ans, avec 2 précisions. On peut aménager la périodicité des entretiens annuels par accord collectif. Donc, ça peut être un accord collectif d'entreprise qui est négocié soit avec les délégués syndicaux, soit avec le comité social et économique, soit directement avec les salariés s'il n'y a pas d'élus du personnel. Donc ça peut être un aménagement envisagé si finalement vous trouvez cette obligation trop contraignante d'établir un entretien tous les 2 ans. Et ça peut être un accord collectif de branches. Donc, certaines branches se sont emparées du sujet, par exemple le commerce de gros, la sécurité notamment, la métallurgie. Donc, certaines branches ont finalement renégocié des dispositions différentes. Donc, il faut aller vérifier dans votre convention collective de branche, avec un principe qui est en général retenu de faire plutôt un entretien tous les 3 ans. Voilà. Donc, on peut négocier la périodicité des entretiens. En revanche, on ne peut pas négocier la périodicité du bilan. Donc, l'obligation de faire un bilan tous les 6 ans, elle est impérative. La loi ne permet pas de déroger à cette obligation. Et ensuite, l'entretien doit être également proposé après certaines absences. Donc, je vais vous les citer. Donc, il doit être proposé après un congé de maternité, après un congé parental d'éducation, un congé d'adoption, un congé de soutien familial, un arrêt longue maladie, un congé sabbatique, un mandat syndical ou une période de mobilité volontaire en dehors de l'entreprise. Donc ça, il faut bien évidemment se mettre entre guillemets, des alertes pour pouvoir penser à proposer à vos salariés ces entretiens après ces périodes d'absence, sachant que c'est une obligation de proposition et non pas de tenue de l'entretien. Donc, encore une fois, vous pouvez proposer. Un salarié pourrait vous dire, bah, moi, finalement, je reviens de congé de maternité, mais je ne ressens pas le besoin. Et dans ce cas-là, la tenue de l'entretien n'est pas nécessaire. Mais il faut que vous ayez tracé cette proposition et la réponse du salarié. Donc, si possible, par écrit, bien évidemment, toujours pour des questions probatoires. Après, la loi ne fixe pas de délai dans lequel cet entretien doit être proposé. Donc, on se fixe généralement sur un délai raisonnable. Il est admis qu'on puisse finalement se référer au délai qui est proposé pour les visites médicales de reprise suite à une longue absence, donc 8 jours. Voilà. Donc, c'est un délai qu'on vous conseille de respecter. Et puis, une petite nouveauté également, suite à la loi de 2018, qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2019, cet entretien, il peut aussi avoir lieu à l'initiative du salarié à une date qui est antérieure à sa reprise. Voilà, donc le salarié peut vous solliciter. Rien n'est dit dans la loi sur la possibilité ou pas de l'employeur de refuser un entretien qui serait demandé à l'initiative du salarié. Néanmoins, dans la mesure où ça vise à construire la carrière du salarié, il est quand même fortement recommandé d'y apporter une réponse favorable. Peut-être un complément, Anne-Laure, sur la formalisation du process. Tu as évoqué les supports et la nécessité d'un écrit. Si on reprend l'ensemble des supports, on peut penser à la convocation du salarié, d'une part, d'autre part
un document donc, de formalisation qui peut prendre la forme d'une grille d'entretien. Et puis également éventuellement une fiche de présence à l'entretien. Tout cela évidemment pour conserver, comme l'a dit Anne-Laure, pour conserver une traçabilité précise de ce qui a été fait par l'entreprise. Et idéalement, évidemment, ça doit être de l'écrit, soit en papier, soit dématérialisé avec signature électronique si c'est envisageable par vos systèmes d'information. C'est comme tu veux. Donc, je vais prendre la main là-dessus. Donc, sur le bilan à 6 ans, donc, la loi prévoit que l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié doit être mis en œuvre avant le 31/12/2020. Donc ça, c'est important d'avoir cette date en ligne de mire, sachant que ça arrive à grands pas, ou à la date anniversaire d'embauche. Donc ça nécessite que vous puissiez faire une extraction dans vos fichiers du personnel ou dans votre SIRH des dates d'embauche de vos collaborateurs. Lors de ce bilan à 6 ans, qu'est-ce que l'on va faire? On va s'assurer que le salarié a bien bénéficié de ses entretiens professionnels. On a dit qu'il devait y avoir un entretien tous les 2 ans. Et si le salarié a effectivement, au cours des 6 dernières années, pu suivre au moins une action de formation, une formation donc obligatoire ou non obligatoire, qu'il a pu bénéficier d'un accompagnement à la VAE dans le cadre de la recherche d'une équivalence pour une certification ou un diplôme professionnel, ou alors qu'il a pu bénéficier d'une évolution salariale, une augmentation de salaire, qu'elle soit individuelle ou collective, ou une évolution professionnelle. Généralement, évolution salariale et évolution professionnelle vont bien évidemment de pair en principe. Qui contrôlera le respect de ces obligations? Eh bien, ce sont les organismes de contrôle habituels, que sont l'inspection du travail, les URSSAF, et puis bien évidemment, il y a un œil attentif des élus du personnel sur ces sujets, qui veillent à ce que cet état des lieux récapitulatif des parcours professionnels des salariés soit bien mis en œuvre dans les délais et avec un contenu pertinent. Excusez-moi. Pardon. Anne-Laure. Donc, forcément, par rapport à toute obligation, il y a derrière des sanctions qui sont mises en œuvre. Donc déjà, qui va contrôler le respect de ces obligations? Ce sera en premier lieu, bien évidemment, l'inspection du travail, mais l'URSSAF, dans le cadre de contrôle, ou encore les services fiscaux, pourraient demander les justificatifs d'abondement dont je vais parler et donc se pencher sur la question du respect de cette obligation. Déjà, alors effectivement, comme je le précisais, cette obligation, elle s'applique à tous, quelle que soit la taille de la structure. Néanmoins, il y a une sanction qui est différente pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, pour ces entreprises, il y a une pénalité financière qui est applicable pour chaque salarié qui n'aura pas bénéficié d'un entretien professionnel tous les 2 ans, d'un entretien de bilan et au minimum d'une action de formation autre qu'une formation obligatoire. Donc cet abondement, dans ce cas, il peut aller jusqu'à 3 000 € d'abondement du CPF du salarié, que ce soit pour un salarié à temps partiel ou un salarié à temps complet.
il est prévu que normalement, ce sont aux entreprises de verser volontairement cet abondement auprès de la Caisse des dépôts et de consignation. Donc, a priori, à ce jour, il n'y a pas d'appel automatique de la part des services de l'URSSAF via DSN ou autres moyens. Donc, c'est vraiment à l'employeur d'effectuer cette démarche. Et s'il n'effectue pas cette démarche et qu'il a un contrôle, de pouvoir attester de tout ce qu'on vous a présenté plus avant, c'est-à-dire la tenue des entretiens avec les éléments de preuve qui vont avec. Après, il y a des risques juridiques pour toutes les entreprises, puisque même pour celles qui comptent moins de 50 salariés, étant donné que l'employeur a une obligation de formation, le salarié peut finalement lui indiquer qu'il n'a pas respecté cette obligation et demander des dommages et intérêts. Il y a vraiment une jurisprudence constante et fournie sur le sujet, avec des employeurs qui sont lourdement condamnés, notamment puisqu'ils n'ont pas formé leurs salariés. Dans le contexte, cette obligation de formation est d'autant plus importante qu'en cas de licenciement, notamment pour inaptitude ou pour motif économique, l'employeur a une obligation de reclassement. Et en fait, le salarié qui ne serait pas reclassé à défaut de poste disponible pourrait reprocher à son entreprise de ne pas une perte de chance finalement par rapport à un reclassement possible, puisque l'entreprise ne lui a pas permis d'évoluer. Et donc, il pourrait y avoir une condamnation à des dommages d'intérêt qui peuvent être conséquents en fonction du préjudice qui est subi par le salarié. Pour compléter également en tant que risque juridique, le risque que le salarié fasse état qu'il a fait l'objet de discrimination par rapport à d'autres collaborateurs n'ayant pas bénéficié d'une formation ou de ces entretiens. Donc effectivement, là, le dommage et intérêt, le montant peut vite s'envoler en fonction notamment sur un motif de discrimination. Oui, Géry, a tout à fait raison de le préciser, d'autant que si une discrimination est reprochée, les barèmes mis en place, qu'on appelle les barèmes Prud'homo, les barèmes Macron, ne sont pas applicables. Donc effectivement, les dommages et intérêts peuvent, dans ce cas-là, s'envoler. Et puis, on a vu des reconnaissances en dehors de rupture de contrat de travail, même pendant la relation de travail, venir tendre les relations. On arrive au terme de notre présentation. Maintenant, ce que nous vous proposons, c'est de passer à la séquence questions-réponses. On a déjà un certain nombre de questions qui nous sont posées. Je vais Anne-Laure, je vais te les lire. Donc, la première question, je te la lis. Pouvez-vous me préciser si le bilan doit faire l'objet d'un écrit et être signé par le collaborateur? Alors, effectivement, ce bilan, à 6 ans, il doit faire l'objet d'un écrit qui doit récapituler les 3 entretiens des dernières années et bien préciser si le salarié a fait l'objet d'une formation obligatoire ou non obligatoire, d'une augmentation de salaire ou d'une évolution professionnelle ou acquis une certification. Donc cet écrit, il est nécessaire. Il doit être signé du salarié, encore une fois, pour des questions de preuve. Ou si vous le faites sous forme dématérialisée, il faut pouvoir tracer la date de tenue de ces bilans par un outil fiable. Autre question là, qui concerne le timing, en tout cas le calendrier. Je vais lire la question. Le premier entretien doit donc avoir lieu 1 an après l'embauche? Alors, c'est tous les 2 ans?
C'est tous les 2 ans. Donc, en fait, l'obligation est née à partir de 1 an d'ancienneté, effectivement. En revanche, le premier entretien peut avoir lieu au plus tard 2 ans après l'embauche. Donc, pour un salarié qui aurait été embauché le 7 mars 2014, le premier entretien devait se tenir, par exemple, le 7 mars 2016. Dans le cas d'une absence longue durée d'un salarié qui n'aurait pas eu en conséquence le nombre d'entretiens suffisant pour le bilan à 6 ans, comment justifier pour l'employeur le non-respect de la réalisation des entretiens? Donc là, on est dans un contexte d'absence de longue durée, absence pendant laquelle le salarié n'a pas eu le nombre d'entretiens requis. Et donc, à l'issue, sur le bilan à 6 ans, comment peut-on justifier, alors que le salarié était absent, que l'employeur n'a pas pu respecter la réalisation des entretiens qui auraient dû avoir lieu pendant cette période d'absence? Si la personne n'est pas revenue, vous pouvez facilement attester que la personne était absente de l'entreprise, donc que les entretiens ne pouvaient pas avoir lieu. En revanche, si la personne est revenue, il aurait fallu, si ce n'a pas été fait, proposer cet entretien de reprise. Voilà, puis réenclencher l'obligation d'entretien ensuite des 2 ans. Donc après, il faudrait analyser en fonction de la durée de l'absence et de la date d'embauche, à quelle date devait se faire chaque entretien et combien d'entretiens il y aurait dû y avoir pendant ces 6 ans. Alors, autre question. Qu'en est-il lorsque le congé parental à 80% fait suite au congé maternité ou alors à un mi-temps thérapeutique suite à un arrêt maladie? Doit-on faire, dans ces cas, un entretien entre les deux ou alors attendre la fin du dernier aménagement du temps de travail? Alors, l'obligation formelle, c'est de faire un entretien à la reprise du salarié. Donc, si le salarié n'a pas repris, vous n'aviez pas d'obligation formelle de proposer l'entretien. Néanmoins, il faut aussi coupler cela avec vos obligations en matière d'égalité homme-femme notamment, voir ce que pourrait prévoir un éventuel accord sur l'égalité homme-femme ou une charte relative à l'égalité homme-femme, qui, je le rappelle, sont obligatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés, pour déterminer ce qui est prévu en interne comme mesure d'accompagnement. Il est toujours utile, si on déborde un petit peu du sujet, d'avoir eu au moins un échange téléphonique avec le salarié entre un congé maternité et un congé parental. Pas toujours possible, mais c'est bien d'avoir pu échanger, éventuellement tracer par un petit écrit qu'il y a eu cet échange quand c'est possible. Mais formellement, c'est à la reprise du salarié que l'entretien doit être organisé. Alors là, je n'ai pas véritablement une question, j'ai certainement ce qu'on peut être qualifié d'une remarque. Donc, est cité dans cette remarque question l'article L 6321-2 du Code du travail qui en gros dit que toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité l'exercice d'une activité, excusez-moi, ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou disposition légale réglementaire. Seules les actions rendues obligatoires par un texte de référence, telles que décrites dans l'article, sont donc concernées. Les autres actions de plan de développement de compétences qui sont imposées par l'employeur et à son initiative ne sont pas concernées. Alors là, on est entre, je pense que c'est la distinction entre formation obligatoire et formation non obligatoire. Anne-Laure, est-ce que tu peux apporter des précisions sur la distinction entre les deux? Alors, ça a beaucoup coupé, donc je n'ai pas très bien compris la remarque. En tous les cas, ce qui est ouvert aux entreprises de plus de 50 salariés, c'est en fait, il y a eu un aménagement
par rapport, je ne sais pas si ça répond du tout à la remarque, hein, mais il y a eu un aménagement en 2018, applicable depuis 2019, et pour attester du respect de l'obligation, il faut soit avoir rempli les 3 obligations que je vous ai citées, c'est-à-dire progression salariale, enfin 2 des 3 obligations, certification, progression salariale, tenue d'un entretien et formation obligatoire, soit avoir fait bénéficier le salarié d'une formation non obligatoire. Donc, il y a une évolution dans la législation. Donc, effectivement, pour apprécier le respect de l'obligation, on se fixe soit sur les formations obligatoires, soit non obligatoires. Je ne sais pas si ça répond ou pas à la remarque. Alors, ça répond à la remarque dans la mesure où là, la remarque était basée donc, sur un article du Code du travail qui fait état que seules les actions de formation obligatoire étaient concernées et que les autres actions qui peuvent s'intégrer dans un plan de développement des compétences, par exemple, de formation interne à l'entreprise, ne rentraient pas en compte. Ne rentrait pas en compte comme étant une proposition ou une réalisation de formation pour le salarié. Donc, tu as répondu à Anne-Laure en disant que la formation soit obligatoire ou non obligatoire, il y a une évolution avec une tolérance sur l'assimilation des deux en tant qu'action de formation dans le cadre des actions à mettre en œuvre dans le cadre des entretiens. Tout à fait, il y a un droit d'option qui est ouvert. On a une remarque donc d'un participant donc, qui nous dit que le site du gouvernement définit une formation obligatoire et qu'on donne une définition différente. Laquelle doit être retenue? Donc, Anne-Laure, est-ce que peut-être on peut… Je viens d'y répondre. C'est la même remarque. Je viens d'y répondre. Effectivement, il y a un droit d'option entre formation obligatoire et formation non obligatoire. Donc, pour les entreprises de plus de 50 salariés, attention, je parle uniquement des entreprises de plus de 50 salariés, les formations non obligatoires sont évaluées pour le respect de cette obligation. Merci Anne-Laure. Donc, je pense qu'on a répondu à date, en tout cas en fonction des questions. Alors, peut-être qu'il y a peut-être une autre question. Ah oui, les questions continuent, Anne-Laure. Donc, merci à vous de nous poser ces questions-là. Donc là, la question est la suivante. Un salarié embauché avant 2014 et qui a eu plusieurs périodes d'absence, qui a eu un seul entretien, comment fait-on pour faire le bilan des 6 ans avant le 31/12/2020, il n'a pas eu son deuxième entretien? Est-ce qu'il y a donc une possibilité de rattrapage Alors, la loi ne précise pas l'ancienneté qui est prise en compte pour établir cet entretien tous les 2 ans. Donc, s'il y a eu plusieurs périodes d'absence, déjà, il faut analyser si ces périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif, donc par exemple congé maternité ou accident de travail, ou si ces absences ne sont pas assimilées à du travail effectif. Si c'est cette seconde option, on pourrait imaginer qu'on peut, mais ce n'est pas précisé par la loi, mais on pourrait faire jouer les absences du salarié pour finalement reporter un petit peu les échéances d'entretien puisque l'ancienneté n'a pas couru. Ce serait un moyen finalement d'attester, et tout élément de preuve est le bienvenu de toute façon, que vous n'avez pu tenir ces entretiens tous les 2 ans. Là, si le salarié n'a eu qu'un entretien, qu'il est revenu, je vous conseille quand même très fortement de faire un entretien avant la fin de l'année et de faire par la suite, mais sur un support distinct, l'entretien de bilan. Merci Anne-Laure. Et peut-être une dernière question. Donc, peut-on
cumuler au même moment un entretien d'évaluation et l'entretien professionnel en même temps? Alors, vous pouvez faire les entretiens au même moment. Ça, c'est tout à fait possible. Néanmoins, ils doivent être faits à la suite. Donc, on ne peut pas faire ces entretiens sur un seul support. Il faut bien prévoir 2 temps d'échange qui peuvent être à la suite, mais qui sont 2 entretiens, entre guillemets, différents sur 2 supports bien distinctement signés du salarié. Et une toute dernière question, alors, c'est la dernière. Ce sera la dernière, et puis après, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous envoie le support par mail, et si jamais il y a une question, ne vous inquiétez pas, vous pourrez nous recontacter. Alors, voici la dernière question. Comment définir le montant de l'abondement? Pouvez-vous expliquer la mention jusqu'à 3 000 €? Est-ce que c'est 3 000 € ou est-ce qu'on peut avoir des sommes en deçà de 3 000 €? Moi, j'ai lu, alors là, j'avoue que c'est sur le support que c'est peut-être un peu mal formulé. Moi, j'ai lu que l'abondement, c'était 3 000 €. Je ne crois pas qu'il y ait de possibilité de le moduler. Par exemple, si on a fait un entretien sur 3 ou qu'on n'a pas fait l'entretien de bilan. Je ne sais pas si Géry, toi, tu as un complément d'information sur ce sujet. Alors, je vais dire, j'abonde dans ton sens, dans ce que tu viens de dire. Il me semble effectivement, alors peut-être on a fait une erreur sur le support, mais c'est bien 3 000 €. En fait, ce qui s'est passé, je pense expliquer pourquoi il y a jusqu'à 3 000 € sur le support, c'est qu'avant, l'abondement était différent pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Les salariés à temps partiel avaient un abondement plus favorable. Désormais, depuis 2019, on est revenu à 3 000 € par salarié, sans distinction temps plein, temps partiel. Merci Anne-Laure. On va conclure ce webinaire. On vous remercie toutes et tous pour votre participation active avec toutes ces questions et votre fidélité au webinaire d'Orcom et d'Actiforce. À très bientôt pour de nouvelles thématiques. À bientôt, bonne journée à tous.